Bienvenidos, bienvenidas a la... Bonjour, soyez les bienvenus. Nous allons reprendre le cycle de conférences de cette année 2023. Un cycle qui, comme vous le savez, beaucoup d'entre vous, a pour titre les défis de l'ère post-Covid qui accompagne. Nous avons le plaisir avec Enrique Yeres, le directeur de l'Institut des Nations Unies. Nous l'avons organisé avec lui. C'était une exposition que peuvent visiter les personnes qui ne l'ont pas encore fait dans les couloirs au 3e étage et 4e étage de la Casa Entendido. Une exposition qui a été inaugurée en décembre 2020 et nous l'avons mise à jour en fonction de nouveaux phénomènes qui ont pu se produire, essentiellement comme l'invasion de l'Ukraine. Une fois de plus, nous tenons à remercier Casa Encendida et tout particulièrement l'équipe dirigée par Blanca Rosa Sierra et d'autres personnes qui nous ont toujours facilité le travail d'organisation du cycle et de production, de réalisation de l'exposition. Plusieurs années après le début de la pandémie provoquée par la Covid-19, nous continuons à affronter un monde plein d'incertitudes, de nouveaux conflits armés, des déplacements massifs de personnes, des crises d'approvisionnement, une hausse de missions, une plus grande inégalité et pauvreté, des situations qui mettent toujours en danger la survie de l'être humain lui-même, ainsi que l'obtention des objectifs du développement durable approuvés par tous les pays à l'ONU en 2015. Nous ne sommes pas sur la voie de dépasser les défis posés pour 2030. Plutôt, nous souffrons et nous continuons à souffrir des reculs. Nous nous sentons de plus en plus vulnérables. Dans ce contexte d'incertitude, il semble important de continuer à réviser les questions économiques, sociales, environnementales et culturelles. La question que nous devrions nous poser est s'il y a des solutions et si nous allons pouvoir surmonter nos points faibles. Et finalement, si nous sommes toujours à temps de pouvoir résoudre certaines de ces inconnues que nous devons affronter. En 2022, le dictionnaire Collins English a choisi son terme. Vous savez que chaque année, ils choisissent un terme qui représente l'année. Et dans ce cas-ci, en 2022, c'était la permacrise. Comment peut-on définir cette permacrise? Eh bien, c'est défini comme une période prolongée d'instabilité et d'insécurité. Ce terme prouve la série d'événements historiques de portée mondiale que nous avons connus ces dernières années et qui sont en train de modifier nos manières d'être en relation entre nous. Et c'est que les crises ne sont pas apparues comme des phénomènes isolés. La pandémie, la Covid-19, la guerre en Ukraine, le réchauffement mondial, la récession économique et les assauts au Capitole et au Parlement au Brésil ont constitué des événements essentiels dans la configuration des pays, en se manifestant d'une manière presque simultanée au cours des 2 ou 3 dernières années. Cette juxtaposition a donné lieu à une impression vertigineuse chez les personnes d'angoisse de passer constamment d'un événement sans précédent à un autre événement sans précédent. Sur ces aspects de crise multifacétique, nous allons continuer à aborder dans cette nouvelle édition les défis du monde à l'ère après le Covid, où nous allons réviser de la monde d'experts et d'expertes les grands sujets que nous devons affronter actuellement. Aujourd'hui, nous être accompagnés par Anne-Cécile Robert qui va aborder le rôle que peut jouer l'Europe au cours de ces temps si bouleversés. Anne-Cécile, après un doctorat en droit européen, était journaliste au Monde diplomatique en 1997. En même temps, elle a suivi une carrière académique qui a commencé en 1993 à l'Institut des études européennes de l'Université de Paris 8, spécialiste de l'Union européenne et le continent africain. Elle est directrice d'édition des pages du Monde diplomatique, donc elle a contribué par le biais d'analyses, de rapports et d'enquêtes ainsi que de recherches. En 2010, elle a assumé également la responsabilité du développement corporatif du monde diplomatique.
Précisément, en janvier 2014, elle a été nommée directrice des relations internationales et des éditions du Monde diplomatique. Elle fait partie du comité d'exécution, du Monde diplomatique. Elle est l'auteur de plusieurs livres, certains traduits à l'espagnol, L'Afrique en aide à l'Occident. En septembre 2021, elle a quitté l'université Paris 8 pour enseigner à l'Institut de relations internationales et stratégiques IRIS et dispenser des cours sur la politique extérieure française au Master de relations internationales de l'université Paris 2, Panthéon. En juin 2022, elle a été élue présidente internationale de l'Union de la presse francophone. Et par conséquent, tout d'abord, je tiens à lui remercier de sa présence qui, lorsque nous lui avons proposé, a aimablement accepté, tout à mis à part le fait d'être la directrice des relations internationales des éditions en différentes langues du monde diplomatique. Je tiens à lui remercier personnellement de l'intérêt qu'il a toujours démontré pour éditer le monde diplomatique en espagnol et son intérêt personnel. Il est déjà venu il y a quelques années, justement en parlant de l'Afrique. Par conséquent, je lui remercie. Je remercie Cécile Robert de votre prédisposition et venir ici parmi vous. Lorsque je lui ai demandé d'aborder la question de la conférence, elle m'a parlé de l'Europe et elle m'a envoyé quelques notes qui disaient « Les tensions internationales sont exercées, la Chine, les Balkans, le Sahel, pour attaquer l'Ukraine. La Russie a provoqué une guerre sans précédent en Europe depuis déjà plusieurs décennies. Face à ces événements si dangereux, elle se demande comment l'Union européenne peut-elle construire l'idée de mettre fin définitivement à la guerre et préserver son identité. Quels sont les rôles que peuvent jouer les différents États pour sauvegarder la paix et les droits de l'homme? Peut-on renouveler le pacifisme si puissant dans les cercles progressistes pendant des décennies pour pouvoir affronter les menaces à la paix et en finir avec les tensions? Quelles sont les conditions pour une paix durable? Voici les réflexions qu'elle m'a fait parvenir et dont nous avons ensuite parlé personnellement. Moi, j'aimerais apporter une série de nuances à ce propos. Et la première chose, lorsque nous avons réfléchi sur ces questions, la question que je me suis posée est pourquoi? Parce que chaque jour, nous entendons l'Europe, nous entendons les relations, que représente l'Europe? Et par conséquent, la différence qu'il y a, que représente le nom Europe? Le rapport entre une entité et le nom qu'on lui a donné ont un contenu qui peut varier selon les configurations. Pour une étude de cas, il n'y a pas de meilleure expression que l'Europe utilisée sans cesse par les médias et un grand nombre de responsables politiques pour remplacer l'Union européenne. L'Union européenne est une communauté interétatique créée par le traité de Rome de 1957. Et on n'envisage donc pas d'interrogation ou d'existence, ni ne mettent pas en cause l'existence ou les pouvoirs. Europe, un terme qui n'a pas de base juridique, on ne peut revendiquer qu'une existence géographique dans le périmètre est une question de nombreux débats. Comment devons-nous interpréter ce déplacement sémantique de ce qui est exact vers l'inconcret pour désigner un ensemble territorial qui n'a pas été encore entièrement stabilisé? Dans les numéros du Monde diplomatique, les réflexions se font à partir de circonstances, en faisant des études et des analyses très approfondies. Et le mirage de ce nationalisme européen dans toutes les circonstances au sein de l'Union européenne a les vêtements d'une puissance économique, morale et même spirituelle. Face à des adversaires désignés, la Chine et la Russie qui revendiquent leur souveraineté et les valeurs qu'il faut défendre dans le monde. Une position qu'elle ne cache pas. Il y a un vassaillage croissant par rapport aux États-Unis. L'Europe qui est le berceau de la colonisation et l'impérialisme depuis le XVIe siècle, le berceau des deux guerres mondiales au XXe siècle, le fascisme et le nazisme, a dû se réinventer en élaborant un récit auto-axé et un travail de réparation de l'image, avec une série d'innovations qui la transforment aujourd'hui en un ensemble politique et institutionnel assez particulier à l'échelle mondiale. Réellement, lorsque dernièrement nous avons entendu
le responsable des affaires étrangères et la politique de sécurité, le vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, qui est le haut responsable de l'Union européenne. Il dit: nous avons construit un jardin qui remplit la prospérité économique et la cohésion sociale. Le reste du monde, ou la plupart du reste du monde, est la jungle. Réellement, est-ce que ce modèle social devient à l'étranger un instrument géopolitique, une sorte de mission de civilisation de l'Europe déployée dans les différents forums de manière très fière par les représentants? Mais logiquement, la question fondamentale que nous pouvons nous poser, et c'est sur cela que va nous parler maintenant Anne-Cécile, et me semble-t-il, compte tenu de tout ce que nous avons lu sur le déploiement de ce concept nationaliste, au point qu'il semblerait que c'est un calque du nationalisme messianique des États-Unis. La question que l'on se pose, le correspondant du journal le New York Times en Europe, la question dit: l'invasion de l'Ukraine par la Russie devrait obliger l'Europe à renforcer sa capacité militaire, à augmenter la dépendance du vieux continent, a augmenté. Les services de renseignement et le pouvoir des États-Unis ont augmenté également par conséquent. La question que nous nous posions et que j'ai posée, et Anne-Cécile l'a posée également, comme je l'ai déjà dit, et quel est le rôle par conséquent de cette Europe, de l'Union européenne à l'heure actuelle si bouleversée, et cette dépendance des États-Unis que prouve l'Union européenne. Pour réfléchir sur tout cela, rien de mieux que d'avoir une personne comme Cécile Robert, dont je lui remercie une fois de plus. Et vous avez la parole. Vous savez que le moment, elle va présenter sa conférence et ensuite vous pourrez intervenir au cours du colloque. Nous vous passerons la parole. Merci beaucoup Anne-Cécile et merci à vous tous. Bonsoir plutôt. Merci beaucoup à Ferran Montesa pour son accueil et puis de prendre l'initiative de... Ça va, il y a un sifflement, non? Ouais. Donc, de prendre l'initiative de cette série de conférences. Merci beaucoup aussi à la Casa Encendida de nous accueillir, hein, ce lieu magnifique et chargé d'histoire, pour discuter tranquillement et sereinement. C'est déjà une chose en soi, puisque les débats en ce moment sont souvent un peu échevelés, tendus. Donc c'est bien d'avoir des lieux comme ça où on peut parler tranquillement et échanger tranquillement sur les sujets du moment. Je remercie aussi évidemment les traducteurs, traductrices, puisque malheureusement, et je vous prie de m'en excuser, je ne peux pas m'exprimer en espagnol. J'ai un peu honte, parce que je l'ai appris il y a longtemps, et comme je ne le pratique pas, je l'oublie. Et ça, c'est pas bien. Ça, voilà. Donc, j'ai ces rêves, mais il faut que je revienne plus souvent pour pouvoir faire sortir du fond de ma tête les souvenirs de l'espagnol. Alors, nous avons choisi ce soir un sujet qui est dans l'actualité et qui est un peu inquiétant, puisqu'il s'agit de la guerre et de la paix. Donc, on ne va pas dire que des choses marrantes. Mais l'idée que je me suis forgée en préparant cette conférence, c'était qu'on allait essayer de clarifier les termes du débat et d'essayer de mieux comprendre comment se pose la question pour tracer des perspectives, de manière à ne pas rester sur un constat qui peut être effectivement un peu angoissant, puisqu'il s'agit de la guerre et de la paix. Alors je suis partie du principe qu'on était tous d'accord, et je pense que c'est le cas, sur la valeur qu'on accorde à la paix. C'est quand même important de rappeler, et je ne le fais pas uniquement par rhétorique, vous allez voir pourquoi j'insiste là-dessus. Nous sommes attachés à la paix, et depuis 1945, nous, quand je dis nous, c'est l'ensemble des États de la planète, avons construit des institutions, imaginé un droit international qui devait nous préserver de la guerre.
En 1945, quand on a fait la Charte des Nations Unies, quand on a rédigé la Charte des Nations Unies, on a quasiment interdit la guerre. Si vous n'avez pas relu la Charte des Nations Unies récemment, faites-le. C'est un très beau texte, avec un préambule qui parle du fléau de la guerre et qui dit que les peuples, d'ailleurs ça commence comme ça, nous, peuples des Nations Unies, donnons mandat à nos gouvernements pour créer donc l'ONU et empêcher la guerre de revenir. Et en Europe, nous avons mis en œuvre progressivement une construction européenne avec des institutions qui est aujourd'hui l'Union européenne, qui a entre autres pour fonction d'assurer la paix. C'est dans la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950, l'un des pères fondateurs de la construction européenne, qui dit l'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. Donc normalement, là aussi, nous faisons ensemble une organisation européenne, nous construisons ensemble une organisation européenne qui doit nous préserver de la guerre. Alors voilà, le constat, c'est un peu déconcertant puisque la guerre est de retour. Alors on avait connu depuis 1945 des guerres en Europe, notamment après la chute de l'Union soviétique en 1991. On avait connu notamment les guerres yougoslaves. Vous vous souvenez, les massacres de Srebrenica, des crimes contre l'humanité commis à 2 heures de Paris. Donc on avait déjà connu, mais c'était plutôt des guerres civiles. Ce qui se passe de nouveau avec la guerre de la Russie contre l'Ukraine, avec l'agression de l'Ukraine par la Russie, c'est que c'est le retour d'une guerre interétatique. Et ça, c'est pour ça que ça provoque un tel choc, c'est que c'est un type de guerre, la guerre entre États, qui normalement aurait dû être complètement éradiquée, et en particulier en Europe. Donc c'est pour ça qu'on est dans ce moment de stupéfaction et, à mon goût, d'interrogation, enfin pas assez à mon goût d'interrogation, c'est-à-dire qu'on agit plus qu'on ne réfléchit, ça va être un peu le fil conducteur de mon intervention. Les Européens, que ce soit les pays européens ou l'Union européenne, agissent, mais ne réfléchissent pas, selon moi, assez. Et vous allez voir pourquoi je dis ça, et je pense que ça pourra faire l'objet de notre discussion. Nous avons vu, après l'agression de l'Ukraine par la Russie, donc il y a plus d'1 an maintenant, des réactions très fortes de la part des États-Unis d'Amérique, bien sûr, mais aussi de la plupart des capitales européennes, et, phénomène plus nouveau, de l'Union européenne elle-même. C'est-à-dire que l'Union européenne, qui n'est pas connue, vous le savez, pour être une puissance militaire, c'est plutôt, vous savez, une adepte du pouvoir d'influence, une puissance pacifique, qui fait du développement, qui fait ce qu'on appelle en anglais du soft power, disons du pouvoir d'influence, n'est pas connue pour être une puissance qui assume un pouvoir dur, qui assume des discours guerriers, qui assume de se mêler d'actions militaires. Or, vous l'avez constaté comme moi, c'est ce qu'elle fait. Depuis 1 an, on a vu que l'Union européenne avait commencé par adopter des sanctions contre la Russie, des sanctions inédites, inouïes par leur ampleur, et puis elle a commencé à envoyer de l'aide financière, de l'aide militaire, des munitions, des armes. On en est à envoyer des chars maintenant, et on discute d'envoyer des avions. Alors il n'y a pas consensus là-dessus, mais les Polonais et les Slovaques ont déjà envoyé des avions à l'Ukraine. Les États-Unis et le reste de l'Union européenne ne sont pas pour l'instant décidés à le faire, on va en reparler. Donc l'Union européenne se met
à part les guerres, et elle livre des armes à des pays en guerre. On avait depuis quelques années des livraisons d'armes, mais le principe de la part de pays européens, mais le principe c'était qu'on ne livrait pas d'armes à des pays en guerre. Ce qui parfois donnait beaucoup d'hypocrisie, hein, parce qu'on essayait de ne pas voir qu'en fait, au bout du compte, c'était quand même des pays en guerre. Le comble de l'hypocrisie, c'est quand même le gouvernement français qui a essayé d'expliquer il y a 2 ans qu'on livrait des armes à l'Arabie Saoudite, mais que les armes qu'on envoyait à l'Arabie Saoudite ne servaient pas au Yémen. Donc ça, c'est quand même assez... c'est pas très sérieux de dire ça, mais bon, en tout cas, le principe, c'était qu'on n'a pas le droit de livrer des armes à des pays en guerre. Ben là, tout ça, c'est fini. On livre des armes à un pays en guerre, c'est-à-dire que, quelque part, qu'on soit co-belligérant ou pas, on fait la guerre. Et on assume de faire la guerre. Et ça, c'est nouveau et c'est important, je dirais, et même c'est grave, hein, parce que c'est un changement total de discours. On va en reparler. Jusqu'à présent, l'Union européenne disait qu'elle était là pour faire la paix. Donc là, elle assume de faire la guerre avec un discours dont je conteste, et on pourra en discuter aussi, le réalisme. C'est-à-dire que le changement de discours de l'Union européenne, le passage de la paix à la guerre, le bellicisme, je crois que c'est à peu près le même mot en espagnol d'ailleurs, de l'Union européenne, repose sur l'idée qu'est en train de se dérouler en ce moment en Ukraine une guerre de civilisation presque, alors le mot n'est pas forcément utilisé, mais disons une guerre pour nos valeurs. Vous entendez ça, avec souvent chez certains la comparaison avec les années 1930 et ce qui s'est passé évidemment face à Hitler. Alors, et effectivement, si vous voulez faire la guerre, dans la tête d'un Européen, il n'y a pas beaucoup de justification, il faut sortir de bonnes raisons. Et effectivement, dire que ce qui se passe du côté de l'Ukraine, c'est une guerre pour les valeurs, et mobiliser l'image de Munich, la fameuse conférence de Munich, c'est effectivement une bonne justification. Alors je vous le dis tout de suite, je pense que tout ça est complètement irréaliste et que ce n'est pas du tout une guerre pour les valeurs qui est en train de se passer en Ukraine, mais je ne vous donne pas tout de suite hein, pour que vous restiez. On va faire par étapes. Je vous fais des petites... du teasing, comme disent nos amis anglais. Donc, l'Union européenne se met à changer de discours. Les pays européens se réarment. Après une période un peu enchanteresse dans les années 1990 où on coupait dans les budgets d'armement, on fermait les casernes, là, tout le monde se réarme. Les Allemands, les Polonais, les Français, des milliards qui sortent de partout, comme ça. Des milliards qu'on ne trouvait pas il y a quelque temps, d'ailleurs, pour lutter contre la pauvreté, etc. Enfin, c'est quand même un peu... C'est une drôle de période qu'on est en train de vivre quand même. Et on a, en gros, on peut dire, une sorte de militarisation de l'Europe, sur laquelle on ne s'interroge pas assez, je trouve. Hein. C'est-à-dire, militariser, ça a un sens. Hein. En particulier, la dernière fois que l'Europe a militarisé, dans les années, justement, 1930, on sait quand même comment ça s'est terminé. Ou si on va un peu plus loin, avant 1914, la militarisation a conduit à des guerres très meurtrières et très destructrices. Donc on se militarise, et non seulement on se militarise, autre problème pour nous, c'est qu'on le fait sous la bannière de l'Alliance Atlantique. C'est-à-dire que cette militarisation de l'Europe, si vous regardez très concrètement, elle est encadrée par l'OTAN. Donc elle est encadrée par les États-Unis. C'est dans le cadre de l'Alliance Atlantique que s'organisent les livraisons d'armes et même de plus en plus les rapports avec la Russie et avec l'Ukraine. Donc ça, pourquoi je le souligne ? Parce que c'est encore un changement de discours. Après le passage du pacifisme au bellicisme, on a une américanisation de l'Europe. Alors il y a toujours eu, depuis l'origine, un rôle important des États-Unis d'Amérique dans la construction européenne, depuis toujours. Les États-Unis ont soutenu la construction européenne dans les années 1950. Ils ont même poussé l'Allemagne à certains moments
à rejoindre la construction européenne. Mais là, sur une question qui est quand même une question de vie ou de mort, la guerre ou la paix, voilà l'Europe sous bannière américaine. Et ça remet quand même beaucoup en cause le discours sur l'idée qu'on va faire une souveraineté européenne, qu'on va avoir une identité européenne de défense, parce que peut-il y avoir une identité européenne de défense, une souveraineté européenne, pour reprendre les mots du président Macron, je crois qu'il est à peu près le seul à parler de ça d'ailleurs, si on est sous la bannière de l'Alliance Atlantique? Question, moi je pense que non, peut-être que vous avez une opinion différente, mais il me semble très difficile d'avoir une identité européenne de défense quand on se met sous la bannière d'un État qui a des intérêts autres que les nôtres. C'est-à-dire, nous sommes alliés des États-Unis, ça c'est vrai, mais c'est pas parce qu'on est alliés qu'on a la même vision du monde. Et c'est pas parce qu'on est alliés qu'on a les mêmes intérêts. Donc c'est pour ça que je dis que se mettre sous la bannière des États-Unis remet en cause l'idée de construire une identité européenne de défense. Et ce qui semble préoccupant, c'est que nous sommes collectivement, les États européens et l'Union européenne, embarqués dans une logique d'intervention militaire dans laquelle on va de plus en plus loin. C'est-à-dire, on a commencé par envoyer de l'argent, on a commencé par envoyer des munitions, maintenant on envoie des chars, il s'agirait d'envoyer bientôt des avions militaires. Ça s'appelle une escalade. Ça s'appelle une escalade ou ça s'appelle un engrenage. Et bon, alors, on peut décider d'entrer dans une escalade. On peut le décider. On peut considérer que c'est ce qu'il faut faire parce que la situation de l'Ukraine appelle un soutien massif et donc allons-y dans l'escalade. Mais c'est pas ce qui se passe. Là, c'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans une escalade et dans un engrenage sans avoir réfléchi. C'est pour ça que c'est inquiétant. C'est parce que on ne sait pas, par exemple, pour prendre un cas concret, quels sont nos buts de guerre. Quand vous entrez dans un conflit, et quand vous voulez contrôler l'escalade ou pas l'escalade, eh bien vous vous fixez un plan. Vous vous dites, notre but c'est ça, et on va se donner les moyens d'atteindre ce but, avec des alliés, avec des ennemis, avec un calendrier, des étapes. Là, quels sont nos buts de guerre? On ne sait pas. Les seuls qui ont des buts de guerre clairs sont les Ukrainiens, ils l'ont dit, alors c'est logique, ce sont les premiers intéressés. Le président Zelensky a dit, nos buts, c'est non seulement de reconquérir les territoires d'avant le 24 février 2022, mais de reconquérir aussi l'Est, le Donbass, etc., et la Crimée. C'est-à-dire la totalité du territoire, avant 2014. Donc ça, c'est clair. Mais est-ce que ce sont nos buts à nous ? Honnêtement, j'ai cherché dans les déclarations des dirigeants européens, vous avez des choses très variables. Vous avez des dirigeants européens qui... d'ailleurs, le vocabulaire n'est pas le même. Vous avez des dirigeants européens qui disent l'Ukraine ne doit pas perdre. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ne doit pas perdre ? Ou alors, autre formule, la Russie ne doit pas gagner. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, la Russie ne doit pas gagner ? Est-ce que ça veut dire qu'on retourne au 24 février 2022, il y a un an ? Ou est-ce que ça veut dire qu'on suit les Ukrainiens et qu'on libère la Crimée ? Et la Crimée retourne à l'Ukraine. Quels sont nos buts de guerre ? Quand le président Emmanuel Macron, qui parfois a des éclairs de lucidité, pas beaucoup, ça lui arrive, avait dit il faut donner à la Russie des garanties de sécurité. Voilà, tout de suite, certains avaient dit, notamment les Polonais, vous dites n'importe quoi, la Russie ne comprend que la force, il faut repousser la Russie jusque dans ses territoires. Voilà. Bon.
Alors j'ai ma petite idée, on va en reparler, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas de consensus. On sent bien que pour une partie des Européens, notamment les Polonais, qui ont une histoire particulière avec la Russie, il y a une vision assez claire, il faut repousser la Russie. Mais jusqu'où? Mais même là, jusqu'où? Vous savez que certains disent qu'il faudrait renverser Poutine. Il y a eu certains discours qui disent tant que Vladimir Poutine sera là, la peine ne pourra pas revenir. Ça veut dire quoi? On va aller renverser le gouvernement russe? Voilà encore une question. Mais on ne le sait pas aujourd'hui. On ne sait pas quels sont nos buts de guerre. Et je dois vous dire en passant que je suis un peu inquiète du mandat d'arrêt que vient d'émettre la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine. Je vous provoque un peu pour vous réveiller. Je suis inquiète de ce mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine. Alors, non pas que je conteste les crimes commis, je suis à peu près sûr, comme la plupart d'entre vous, j'imagine que la Russie a commis des crimes de guerre, et peut-être même pire, en Ukraine, donc ça c'est vrai, et que Vladimir Poutine est responsable de ça, oui, puisque c'est le président russe, mais on sait très bien par l'expérience qu'un mandat d'arrêt, c'est-à-dire une procédure judiciaire, contre un dirigeant dans ce type de situation, ça peut être une entrave à la paix. Délivrer un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, c'est bloquer la paix. Qui peut parler à quelqu'un qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crime de guerre et peut-être pire? Donc c'est ça qui m'inquiète, moi. Effectivement, il faut que la justice passe, je suis d'accord. Il faut que les crimes soient punis et que les responsables viennent devant la justice. Mais il faut aussi, à un moment donné, que cette guerre s'arrête. C'est ça la question qui nous est posée. Il faut que cette guerre s'arrête sans qu'on perde sur nos valeurs, mais qu'on rétablisse la paix. C'est un peu ça l'équation. Donc je suis un peu inquiète, moi, de cette immixtion de la justice internationale, d'autant plus que le procureur de la Cour pénale internationale, qui est un Britannique, s'était illustré il y a 1 an et demi en abandonnant les poursuites contre l'armée américaine en Afghanistan. Donc là, je ne suis pas sûre que ça apaise les tensions qu'on a avec les pays africains, avec les Indiens, sur la question, vous savez, du 2 poids 2 mesures. Donc ça va encore brouiller les cartes. Donc il me semble qu'on est en train de simplifier à outrance la situation et qu'en fait on brouille les cartes. On brouille les cartes. Par exemple, je vous disais tout à l'heure, je ne crois pas que nous fassions la guerre en Ukraine pour nos valeurs. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de gens disent, notamment la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle dit l'Ukraine, c'est l'avant-poste de nos valeurs en Europe centrale et orientale. Quand on regarde, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent l'Ukraine ou qui sont ukrainiens, avec qui on pourra en parler, mais quand on regarde la situation de l'Ukraine aujourd'hui, le taux de corruption, par exemple, d'après Transparency International, par exemple, ou la suppression des libertés, aujourd'hui en Ukraine, alors ils font la guerre. Souvent, quand on fait la guerre, on a connu ça, nous, dans le passé aussi, les libertés sont reniées, mais on ne peut pas dire que ce qui se passe, la vie politique en Ukraine, circonstances guerrières mises à part, soit conforme à nos valeurs. En revanche, ce qui se passe en Ukraine met en cause nos principes. Je pense qu'il faut distinguer valeurs et principes. Nous soutenons l'Ukraine pour nos principes. Quels sont-ils ? Eh bien que c'est pas parce que vous êtes le plus fort que vous avez raison. Qu'on n'a pas le droit de faire la guerre pour piquer du territoire à son voisin. Qu'on n'a pas le droit d'agresser son voisin pour conquérir des territoires. Ça, c'est nos principes. Ils sont inscrits dans la Charte des Nations Unies. Il me semblerait beaucoup plus réaliste de la part des Européens de dire que nous faisons la guerre pour nos principes, ceux qui sont dans la Charte des Nations Unies, plutôt que de dire que nous faisons la guerre pour nos valeurs. Parce que c'est assez difficile à expliquer. Et par ailleurs, ça repousse encore la solution vers la paix. Si on est dans une guerre de valeurs, eh bien, peu ou prou, on est dans une guerre à mort. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une guerre de valeurs, eh bien, en général, ça se termine par l'élimination de l'adversaire, par celui
par l'élimination de celui ou de celle, il y a parité dans la monstruosité, qui ne partage pas vos valeurs. Donc en tenant ce discours, on tient un discours de la guerre à mort. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire ? Sachant qu'on n'a toujours pas de but de guerre à l'heure où je vous parle. Et là, on va même... donc, il me semble que, et par rapport à notre questionnement aujourd'hui, comment on essaie de construire une compréhension de la situation pour essayer d'avancer vers quelque chose de positif, il me semble qu'il faut se remettre à faire de la politique. La politique au sens noble du terme, c'est-à-dire de définir des termes, de prendre du recul historique. Là, on ne fait pas de politique, on a un discours un peu moraliste. On a un discours d'affrontement binaire, manichéen. Il y a les méchants et il y a les gentils. On est dans un discours qui relève plus de la morale que de la politique, qui nous éloigne de la compréhension de ce qui se passe et qui nous éloigne, je le répète, d'une solution. J'ai d'ailleurs parfois des images, le soir, j'imagine la fin de la guerre et la tête de certains de mes confrères journalistes qui sont très va-t-en-guerre, le jour où ils vont voir Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se serrer la main pour faire la paix, car il est possible que ça arrive quand cette guerre se terminera, car cette guerre se terminera comme toutes les guerres. Hein. Donc il faut politiser au sens noble, c'est-à-dire essayer de faire des analyses politiques de ce qui se passe. Et ça implique un travail en étapes. Déjà, ne pas confondre principes et valeurs, comme je viens de le dire. Deuxièmement, mesurer le coût de notre intervention actuelle en Ukraine. C'est-à-dire que cette guerre, on nous dit officiellement que la guerre a uni l'Europe, que l'Union européenne a fait un saut géopolitique, qu'elle s'est affirmée comme un acteur géopolitique sur la scène internationale. Alors, ça me paraît exagéré, d'une part parce qu'on le fait derrière les États-Unis, et que c'est quand même eux qui organisent et qui encadrent, et d'autre part parce que, au contraire, en ce moment, cette guerre est en train de fracturer l'Europe. La guerre est en train de fracturer l'Europe. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, la Pologne prendre la tête du groupe de pays qui veulent aller à l'affrontement vers la Russie, qui est en train de livrer des avions en ce moment, et qui est en dialogue direct avec les États-Unis d'Amérique. Vous avez vu la visite du président Joe Biden à Varsovie il y a quelques semaines maintenant. On a même, bizarrement, un axe Varsovie-Londres. Le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, mais le Royaume-Uni joue un rôle très important dans l'Alliance Atlantique et dans cette guerre vers la Russie, contre la Russie. Washington, Varsovie, Londres, Washington. Le couple franco-allemand complètement marginalisé dans cette affaire. Les Français et les Allemands sont d'accord sur pas grand-chose. Et en premier lieu sur l'interprétation des accords de Minsk. On peut en reparler si vous voulez. Les Européens sont unis pour adopter les sanctions, mais vous avez des pays qui n'appliquent pas les sanctions, comme la Hongrie. Vous avez des pays qui ont fait leur marché dans les sanctions. Les champions, c'est quand même nos amis belges, qui ont réussi à exclure les diamants du registre des sanctions pour faire plaisir aux diamantaires de Bruges. Donc l'Europe est beaucoup plus fracturée que ne le dit le discours aujourd'hui. Par ailleurs, on est entré en crise économique. C'est une des conséquences de la guerre. Avec l'inflation, et les États-Unis tirent leur épingle du jeu. L'Europe est en train de mettre un terme à sa dépendance économique vis-à-vis de la Russie, mais elle est de plus en plus dépendante des États-Unis, notamment pour le gaz. Donc on est dans une logique de quitter une dépendance vers une autre. Alors, cette partie-là n'est peut-être pas complètement jouée, puisque vous avez vu qu'il y a 2 jours, la Commission européenne a annoncé un plan industriel, justement pour essayer de retrouver de l'autonomie. Mais on n'y est pas pour l'instant. Hein. Si vous regardez les chiffres, notre dépendance énergétique vis-à-vis des États-Unis a considérablement augmenté. Par ailleurs, les États-Unis sont ultra protectionnistes et les Européens ne le sont pas. Nous n'arrivons pas à riposter à, vous savez, la réglementation IRA
la loi de lutte contre l'inflation, qui permet aux États-Unis de subventionner et de soutenir par des mesures protectionnistes leur économie nationale. Les Européens qui sont hostiles au protectionnisme, là je dis l'Union européenne, n'ont pas pour l'instant adopté de mesures capables de riposter. Et du coup, on a des entreprises qui vont aux États-Unis pour bénéficier des aides américaines. Donc on a du mal à concevoir une riposte, quand nous c'est l'Union européenne, commune face au protectionnisme américain. Donc, fracturation de l'Europe, dont on ne sait pas très bien vers quoi ça va mener, d'autant plus que, vous l'avez remarqué, cette fracturation de l'Europe s'accompagne de la montée de mouvements démagogiques et d'extrême droite, qui tirent les sociétés aussi dans des tensions politiques. Là, on ne sait pas très bien ce que ça va donner. En France, on a un grand parti d'extrême droite, mais dans beaucoup de pays européens, on a des partis d'extrême droite qui sont de toutes sortes de couleurs. Il y a même des partis néo-nazis, vous le savez, en Europe centrale et orientale, et qui profitent de manière opportuniste des événements. Donc on paye cher notre engagement un peu à l'aveugle dans cette guerre de soutien à l'Ukraine, dont je le répète, l'Ukraine est la partie qu'il faut soutenir dans cette guerre. Je conteste la manière dont on le fait, vous l'avez compris. Deuxième question à poser, c'est, et ça c'est le prolongement de la question de quels sont nos buts de guerre, c'est quelle est notre vision de la sécurité du continent. Puisque là, on a une guerre Russie-Ukraine, mais il y a d'autres foyers de tension. Il y a la Géorgie, il y a la Moldavie, il y a d'autres foyers de tension. On sait que dans les Balkans, certains mouvements pro-russes s'organisent. J'ai appris la création il y a quelques jours du mouvement international russophile à Moscou, avec des gens notamment de Bulgarie, de pays d'Europe centrale et orientale. Donc on est dans des tensions sécuritaires et on n'a pas de vision. Quelle est notre vision ? Très concrètement, parce qu'on pourrait en discuter pendant des heures et il faut qu'on arrive à avoir un échange après. Par exemple, quelle est notre vision à long terme des rapports avec la Russie ? Pendant très longtemps, les Européens, les Allemands en tête, disaient il faut qu'on trouve un accord avec la Russie parce que c'est notre voisin. Et même, on a des intérêts avec eux parce qu'on leur achète du gaz ou du pétrole. Donc on avait l'idée qu'il fallait trouver une sorte de modus vivendi. Vous vous souvenez que les Allemands étaient les porte-parole de ça avec Nord Stream. Les Américains étaient contre. Les Américains ont toujours été, les États-Unis d'Amérique, hostiles à Nord Stream. Et donc là, on est, avec la guerre, arrivé dans une logique qui est plutôt dans une logique d'endiguement de la Russie, de containment, comme on disait pendant la guerre froide, d'endiguement de la Russie, c'est-à-dire on n'est peut-être pas en train de recréer un rideau de fer, mais on repousse la Russie. Mais vers quoi ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que dans le même temps, on ne veut pas que la Russie s'allie avec la Chine. Vous avez entendu ça ? On a dit qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait un duopole Chine-Russie. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. En repoussant la Russie, là, en ce moment, avec cette politique de containment, d'endiguement, on est en train de pousser la Russie vers la Chine. Est-ce que c'est ce qu'on veut faire ? Et c'est pour ça que, ce que je vous disais tout à l'heure, il est problématique qu'on soit derrière le parapluie américain. Parce que ça a toujours été le projet américain de repousser la Russie vers l'Asie et d'unir les Européens derrière le parapluie américain comme un bloc. Donc on est en train de faire ce que souhaitaient les États-Unis et qui correspond à leurs intérêts, c'est leurs problèmes. Voilà. Mais nous, quel est notre intérêt en tant que continent européen ? Et est-ce que notre intérêt, c'est d'avoir une Russie qui nous tourne le dos et à qui on tourne le dos ? Et est-ce que c'est viable ? Est-ce qu'on peut avoir un voisin aussi puissant avec qui on n'a pas de relation construite et organisée ? Et là, on n'a pas non plus, c'est pour ça que je vous disais il faut politiser, au sens noble du terme, on n'a pas de pensée politique de la sécurité européenne. À part cet endiguement, quelle vision on a des rapports avec la Russie ? Et je vous disais tout à l'heure, le président Macron a évoqué l'idée de donner à la Russie des garanties de sécurité. Certains pays, comme la Pologne notamment, mais pas seulement, le Royaume-Uni, une ministre allemande, ont dit non,
les Russes ont déjà eu tout ce qu'ils voulaient, c'est fini. En fait, il n'y a rien à leur donner. C'est eux qui sont dans une logique agressive. Est-ce qu'on pense que c'est vrai ? Vous savez qu'il y a des chercheurs qui ont analysé cette période des 30 dernières années et qui contestent cette idée qu'on a fait tous les efforts qu'il fallait vis-à-vis de la Russie. Et dans les colonnes du Monde diplomatique, nous avons donné la parole à certains de ces chercheurs. On est allé puiser aussi dans les archives du département d'État qui sont en libre accès. Vous pouvez y aller, département d'État américain, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Ça s'appelle Archives, National Security Archives, les archives de la sécurité nationale américaine, libre accès. Vous pouvez trouver les rencontres entre Mikhaïl Gorbatchev et James Baker, par exemple, dans les années 90. Et vous voyez les quiproquos. Vous les voyez, là, on peut aller dans les archives. Et on a trouvé, nous d'ailleurs, la trace de la promesse des Américains que l'OTAN ne s'étendrait pas à l'Est. Elle est dans les archives, on a publié le document. James Baker, le secrétaire d'État américain, a dit à Gorbatchev que l'OTAN ne s'étendrait pas à l'Est. Aujourd'hui, l'OTAN rase les moustaches de l'ours russe, comme on dit dans les mauvais journaux. L'OTAN s'est étendue jusqu'aux frontières de la Russie. Donc cette promesse n'a pas été tenue. Et jamais les Américains n'ont voulu dire aux Russes l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Jamais. Donc, alors, on est dans une situation, je partage les interrogations avec vous, est-ce qu'on a tout fait pour empêcher cette guerre ? L'interprétation dominante, c'est pas celle que je suis en train de vous dire. C'est pour ça qu'on fait ces conférences, c'est pour dire des choses qu'on n'entend pas ailleurs, sinon on ne les ferait pas. Le discours dominant, c'est de dire Poutine a eu tout ce qu'il voulait, de toute façon c'est un impérialiste, c'est une espèce de tsar, c'est l'héritier de Nicolas II, certains le comparent à Hitler. Bon voilà, moi je ne crois pas du tout à ça. Je pense qu'effectivement c'est un type brutal, cynique, qui n'en a rien à faire des droits de l'homme, qui ne voit que ses intérêts, ça c'est vrai. C'est un assassin, là Biden avait raison, mais je ne suis pas certaine que sa vision soit celle de l'impérialisme. Je pense que plutôt à l'origine, il était sur l'idée du glacis, ce qui n'est pas la même chose. Alors maintenant, la guerre est déclenchée, l'appétit venant en mangeant, il a envie de manger un peu tout, puisqu'il a annexé l'Ukraine, l'est de l'Ukraine, il a probablement des vues sur d'autres morceaux d'Europe. Là, c'est vrai que maintenant, on est dans une situation où on est face à l'impérialisme russe. Là, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais je refais l'histoire parce qu'il va bien falloir à un moment donné qu'on s'entende sur un récit et qu'on s'entende sur des équilibres européens. Voyez ? Et là, on n'y est pas du tout. Est-ce qu'on peut vivre avec des pays qui ne sont pas tranquilles ? Il faut tranquilliser l'Ukraine, il faut tranquilliser la Pologne, il faut tranquilliser tous les pays qui sont en première ligne, mais il faut aussi peut-être donner, comme disait le président Macron, qui n'est pas mon auteur préféré, sauf dans ce cas précis, des garanties de sécurité à la Russie. Et si oui, lesquelles ? Alors, dans le cas présent, effectivement, il faut arrêter cette guerre et que les principes soient rétablis. Ça, on sera probablement d'accord là-dessus. C'est-à-dire l'agression de la Russie contre l'Ukraine est illégale, c'est une violation gravissime de la charte de l'ONU, et ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Mais à partir de ce constat, il faut qu'on se projette vers la vision qu'on a du continent européen. Et malheureusement, l'Union européenne en tant que collectivité est une boîte vide, c'est une coquille vide. Elle n'a pas de pensée stratégique. Si vous avez lu la boussole stratégique européenne qui a été publiée en avril, c'est un catalogue de plusieurs dizaines de pages, bien c'est un catalogue, c'est-à-dire on parle de tout, mais il n'y a pas de vision. Et quand on parle de vision, c'est comme par hasard celle des États-Unis. On reprend le vocabulaire américain, on reprend la vision américaine, mais quels sont les intérêts européens ? C'est ça qu'il faudrait définir. Quels sont nos intérêts d'Européens ? Et là, si ça vous intéresse, je vous renvoie à la tribune publiée par le philosophe Jürgen Habermas, philosophe allemand, dans le Süddeutsche Zeitung il y a une 8aine de jours. Jürgen Habermas, un social-démocrate, c'est vraiment pas un foudre de guerre, il est hostile à la Russie, donc il ne faut pas lui faire de faux procès. Et il pose cette question, quelle est notre vision
de l'autonomie européenne et de nos intérêts géostratégiques. Pour l'instant, on ne sait pas. Alors, je vous ai parlé de la Russie, mais on est aussi sec vis-à-vis de la Turquie, qu'on fait mariner depuis presque 40 ans dans l'antichambre de l'adhésion. On ne sait toujours pas ce qu'on veut faire de la Turquie, qui est candidate à l'adhésion à l'Union européenne, mais qu'on ne fait pas adhérer, parce qu'à chaque fois, il y a un truc qui ne va pas. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a plein de trucs qui ne vont pas, c'est vrai. Mais à un moment donné, c'est pareil, il va bien falloir dire quelque chose à la Turquie. Il y a un morceau de la Turquie qui est en Europe. Et puis la Turquie joue un rôle géopolitique fondamental, là. C'est elle qui a négocié l'accord, vous savez, sur le grain, les céréales. Et donc c'est elle qui dialogue avec Moscou, c'est pas nous. Honnêtement, moi je suis pas particulièrement européiste, mais je me suis sentie un peu humiliée quand même. C'est-à-dire ça fait des décennies, moi je fais partie des générations qui ont été élevées dans l'idée que l'Europe allait être notre avenir, avec son identité, qu'on allait construire la paix. Et aujourd'hui il y a un conflit sur notre territoire, et on n'est même pas des interlocuteurs, on n'est même pas dans le dialogue. C'est les autres qui parlent à la Russie, c'est les autres qui parlent aux Chinois, c'est pas nous. J'ai entendu que le président du Brésil voulait se poser en médiateur. Tout le monde y va sauf nous. L'Union africaine aussi maintenant. Mais quelle humiliation! Ça veut dire qu'après toutes ces décennies, on est encore des jouets de l'histoire, alors qu'on avait dit qu'on faisait l'Europe, et on a sacrifié sur cette Europe. Hein. Nous, les Français, d'ailleurs, on commence à en avoir un peu assez, parce qu'on estime qu'on n'est pas payé de retour. C'est pour ce résultat, pour revivre des guerres du Moyen-Âge, sans avoir jamais un coup d'avance. C'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on n'a jamais un coup d'avance. On est dans l'engrenage de la guerre, mais on n'a jamais un coup d'avance. Donc, quelle est notre vision de nos rapports avec nos voisins, en termes économiques, en termes sécuritaires, en termes culturels? Et là, on continue de bricoler. Il y a une note très intéressante de la Fondation Robert Schuman, que je vous invite à lire, qui est parue la semaine dernière. La Fondation Robert Schuman, hein, c'est un organe, alors là, très européiste. Hein. Donc c'est intéressant qu'eux le disent. Ils disent que l'Europe doit arrêter de bricoler des accords techniques pour faire de la géopolitique. Et ils disent que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors si eux le disent, c'est quand même important. Et donc, la situation, et je vais m'acheminer vers ma conclusion, la situation, elle est inquiétante, mais en même temps, elle n'est pas désespérée. Elle est inquiétante parce que la guerre est là. Elle est inquiétante parce qu'il y a un manque de pensée. Mais elle n'est pas désespérée parce qu'il ne tient qu'à nous de nous mettre à penser. Il ne tient qu'à nous de nous asseoir, de réfléchir, d'ouvrir des livres d'histoire et d'essayer de partager des réflexions pour construire. C'est vrai qu'à court terme, la situation est compliquée. On parlait du pacifisme tout à l'heure avec Ferran Montesa. Le pacifisme, il est un peu inopérant en ce moment parce que la guerre est déclenchée et on ne voit pas arriver avec des drapeaux blancs devant les chars russes. Enfin bon, voilà. Mais à un moment donné, au-delà de ce côté inopérant à court terme du pacifisme, on peut peut-être réactiver l'idée du pacifisme au sens de la Charte des Nations Unies. C'est-à-dire le pacifisme de la Charte des Nations Unies, signée en 1945, c'est de dire quels sont les grands principes sur lesquels on peut s'accorder pour désamorcer les guerres quand elles arrivent, règlement pacifique des différends, chapitre 6 de la Charte, et les arrêter quand elles commencent, chapitre 7 de la Charte. La difficulté qu'on voyait monter depuis quelques années, j'ai écrit un livre en 2018 qui s'appelle « Qui veut tuer l'ONU ?», dans lequel je raconte ça, c'est que les grandes puissances, notamment les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, Russie, Chine, Royaume-Uni, France et États-Unis, ne dialoguent plus depuis plusieurs années déjà. Mais ils ne dialoguent plus sur aucun sujet important. Et c'est même tragique, moi qui suis les assemblées générales de l'ONU depuis des années, il y a eu de très beaux discours des uns et des autres, mais qui ne se sont jamais rencontrés. Il y a eu un discours magnifique de Joe Biden juste après son élection à la présidence des États-Unis, où il rappelait les valeurs de l'ONU. Aucune réponse de Moscou. Aucune. 2 ans juste avant la pandémie, c'était un très beau discours de Vladimir Poutine qui disait
il faut que les Occidentaux et les Russes s'allient contre un ennemi commun qui est le terrorisme. On était encore les attentats de 2015, les attentats qui avaient lieu aussi en Espagne, on était encore dans tout ce moment-là. Et donc Poutine disait, on a un ennemi commun, le terrorisme. Alors lui, il mettait les Tchétchènes, bien sûr, hein. Poutine n'est pas quelqu'un de très subtil, mais il disait, il faut faire une alliance comme on a fait Staline et Roosevelt. Pour dire, on se déteste peut-être, mais il faut qu'on sache si on a des ennemis communs. Et il proposait une discussion aux 5 permanents. Il disait, mettons-nous autour d'une table et discutons. Cette discussion n'a jamais eu lieu. Et ça fait un moment qu'on voyait, moi je l'ai écrit à plusieurs reprises, quand on est à ce niveau de non-dialogue et d'incompréhension, immanquablement ça se termine par une guerre. Je pensais qu'elle aurait lieu loin, dans le Pacifique. Je disais même à mes étudiants, pour une fois ce ne sera pas en Europe. Bon, je sais, c'est moyen comme blague. Mais malheureusement, c'est en Europe que ça se passe. Et il y a un enjeu, c'est pour ça que je suis inquiète mais pas désespérée, à reconstruire des espaces de dialogue. Et c'est intéressant ce qu'on fait ce soir là, c'est parce que quand les politiques sont bloquées, c'est souvent de la part des citoyens, des associations, de ce qu'on appelle la société civile, que vient la solution. En proposant des espaces de discussion, de réflexion. Et je trouve que c'est très important de prendre ces initiatives. Parce qu'en plus, je pense qu'il y en a un peu partout. Si on en croit Jürgen Habermas, en Allemagne aussi, il y a des gens qui se réunissent dans les mairies pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on se projette pour avoir un coup d'avance par rapport à cette guerre ? Donc, refaire de la politique, rediscuter, essayer d'être clair sur nos principes, revenir sur nos principes et nous projeter vers l'avenir en essayant de voir ce qu'on peut discuter, et c'est là toute l'équation, sans se renier. Parce que ça va être ça la difficulté. Hein, les crimes qui sont commis actuellement en Ukraine devront être punis. Sinon, on ne pourra pas se rétablir. Mais comment retrouver un espace de discussion avec une discussion politique sur la sécurité en Europe, en définissant nos intérêts et en rétablissant, comme on l'a fait en 1945, l'ordre international sur des valeurs claires, partagées, qui nous permettent de stabiliser sans préparer la prochaine guerre. Parce qu'il ne faut pas qu'on commette l'erreur qu'on a commise en 1919 avec le traité de Versailles qui avait mis fin à la guerre, la première guerre, mais qui avait créé les conditions de la seconde. Mais je crois qu'on peut, si on se met à penser, c'est-à-dire sortir de cette espèce de logique de l'escalade. Voilà, merci. Muchas gracias, Anne-Cécile. Muchas gracias a Merci ustedes. beaucoup, Anne-Cécile. Merci à vous. Et nous vous convoquons le 11 avril. Il y aura une conférence de Martin Caparros à notre foyer de l'Amérique, le titre. Merci, Anne-Cécile, et merci à vous tous.